Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour. On va commencer par parler du comité de citoyen de transparence dont je fais partie. Il y a quelques questions qui nous ont été posées et donc je me fais le relais de ces questions, je vous les pose. La première, c'est on a vu les avions arriver en juin à la Martinique à raison de 7 porteurs par jour. Est-ce que la préfecture fait un lien entre l'arrivée massive des voyageurs en avion par rapport à l'augmentation fulgurante des cas qu'on a connus? Alors, il y a forcément un sujet très important sur cette question des voyages. On a fait la transparence avant le comité. Dès le mois de début juillet, sur ce sujet-là, on a regardé qui étaient les personnes positives au début de la vague. Parce que c'est là où on voit la bascule. Et le 6 juillet, j'avais rendu public des chiffres. Il y avait 95,2% des personnes positives qui étaient des personnes qui vivaient ici et 4,8% qui étaient des personnes qui avaient une adresse dans l'Hexagone ou en Guadeloupe ou ailleurs. Donc la crise, la quatrième vague, elle est vraiment partie d'ici. Voilà, je crois que c'est important de le dire. Et le deuxième point, c'est oui, mais c'est le variant Delta qui est venu, il est venu par l'avion. C'est sûr que le variant Delta, il est venu de l'extérieur, il n'était pas présent, mais il devient majoritaire fin juillet. Donc il devient majoritaire après l'explosion de la quatrième vague. Donc la quatrième vague, elle est bien née ici, avec nous tous, en juin, c'était la fin de l'année scolaire, c'était les grandes vacances, c'était la fin du précédent couvre-feu. Donc c'est bien né ici, avec nous, et c'est bien né avec le variant qui était présent à l'époque. C'est-à-dire que vous suiviez le lieu de résidence des cas positifs, oui, semaine après semaine, et ce que vous dites, c'est que 95% des cas étaient des résidents martiniques. Et non pas des voyageurs. 15,2%, donc c'est un chiffre calculé, ce n'est pas un chiffre approximatif, 95,2%. Lorsqu'on a fait cette photographie, parce qu'on ne le suit pas toutes les semaines, c'est des travaux statistiques qui sont importants, c'était une photographie qui a été rendue publique le 6 juillet, donc sur la semaine précédente, et c'était 95,2% des positifs qui vivaient ici. Et le rebond, il est venu des soirées. Il y en a eu en juin, beaucoup. Il y avait eu une espèce d'euphorie à la fin du couvre-feu. Vous vous souvenez, à cette époque-là, on imaginait qu'on allait de nouveau pouvoir faire le tour des Yoles, par exemple. C'était à ce moment-là qu'on en parlait beaucoup. Il y avait eu la question de est-ce qu'on rouvre les boîtes de nuit, où elles n'étaient pas rouvertes, mais il y avait beaucoup de restaurants qui avaient recommencé à faire des concerts le soir, etc. Je n'accuse pas les restaurants en particulier, mais parce qu'il y a aussi chacun d'entre nous dans son comportement. Mais donc il y a bien cette séquence de démarrage qui démarre ici. D'accord, ok. On va continuer à parler des voyageurs. Lors de votre précédente allocution, vous demandiez aux touristes d'écourter leur voyage dans la mesure du possible. Pourquoi cette mesure et y a-t-il eu des indemnisations qui ont été versées aux touristes qui ont écourté leur voyage? Alors, pourquoi cette mesure début août? Pour une simple raison, c'est que l'explosion de l'épidémie allait avoir un effet sur l'hôpital et que je ne voulais pas que l'hôpital soit encombré, pardonnez-moi cette expression, mais que des lits de l'hôpital soient occupés par des personnes qui n'étaient pas résidentes ici et qui étaient de passage. Donc quand il y a une période d'épidémie, il ne faut pas rester, quand vous n'êtes pas résident, il ne faut pas rester, et notamment encore plus dans une île. Donc le message pour les touristes de mettre fin à leur séjour, de rentrer chez eux. Ce n'était pas avec une date coup près en disant vous avez 48 heures pour partir, mais c'était un message général de dire écoutez, nous on va vivre une période très difficile, tous les services publics vont être extrêmement sollicités, et donc ceux qui sont de passage ici, il faut qu'ils mettent fin à leur passage et qu'ils retournent dans leur territoire. Alors, le confinement, de toute façon, rendait le territoire peu attractif, et les quelques touristes, ils n'étaient pas bien nombreux, des vrais touristes qui n'étaient pas des gens d'ici dans leur famille, et les touristes totalement extérieurs étaient peu nombreux, et ils sont naturellement repartis. Ça s'est fait en bon ordre, il n'y a pas eu une précipitation à l'aéroport. C'est une décision qu'ils ont prise, certes sur recommandation, mais qu'ils ont prise eux-mêmes, et donc il y a quelques entreprises touristiques, commerciales qui leur ont fait des avoirs ou qui ont fait des propositions, mais elles sont peu nombreuses. La plupart du temps, il n'y a pas eu d'indemnisation et les personnes ont mis fin à leur séjour soit aux dates prévues, soit sont reparties plus vite. D'accord. Alors là, c'est moi qui m'avance, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a peut-être eu cet amalgame de se dire l'arrivée massive en juin et la mesure de demander aux touristes de repartir, des passerelles qui ont été faites dans la compréhension de la mesure. Tout à fait. Ce n'était pas une mesure qui accusait les touristes d'être responsables de la quatrième vague. C'était plutôt une mesure qui consistait à dire la quatrième vague va charger l'hôpital terriblement. Donc tous ceux qui ne sont pas résidents ici, il faut qu'ils rentrent chez eux. Et ils étaient
en capacité d'être accueillis chez eux si bien sûr, okay. continuent leurs vacances chez eux. Et puis, c'est aussi, vous savez, quand vous êtes touriste en période de confinement, vous êtes tenté de ne pas respecter le confinement. Parce que quand vous êtes touriste ici, vous avez envie d'aller à la plage, vous avez envie de découvrir les sites, vous avez envie de faire de la randonnée. C'était pas adapté avec la période de confinement, c'était aussi une façon de dire attention, le confinement il est là, il est strict et il est pour tout le monde, y compris ceux qui sont de passage. D'accord, ok. On va parler, on a vu lors des allocutions que vous avez eu des petites expressions créoles. Ce sujet du créole est très important parce qu'il y a pas mal de concitoyens qui maîtrisent mieux le créole que le français et les allocutions comportent des informations extrêmement importantes. Est-ce qu'il est prévu que ces allocutions puissent être traduites ou relayées en créole de façon à ce que 100% de l'information atteigne 100% de la population? Je vous confirme bien qu'on a effectivement un certain nombre de campagnes de communication qui sont traduites en créole, aussi en créole haïtien, dans les langues aussi de passage, l'espagnol par exemple. Vous avez peut-être vu à l'entrée de la préfecture, on a des petites prospectus notamment qui sont dans toutes les langues, de façon à ce que le message pénètre partout. Voilà. Et que chacun puisse savoir où est-ce qu'on se fait vacciner. Je n'avais pas encore prononcé le mot, mais il était temps de le faire. Où est-ce qu'on peut se faire tester, où est-ce qu'on peut, comment on se protège si on a des symptômes ou si un proche a des symptômes. Donc on essaie effectivement de rendre ce message accessible par tout le monde. Ok. On va parler tout à l'heure de couvre-feu, de confinement. Donc, ce sont des décisions lourdes à prendre, lourdes de conséquences. Il y a des entreprises dont les activités doivent rester fermées, qui pèsent sur le chiffre d'affaires mensuel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le processus de cette prise de décision? Quels critères vous prenez en compte pour arriver à une décision aussi lourde de conséquences? Alors, je vais vous donner l'exemple, par exemple, des jours dans lesquels nous sommes en ce moment. La mesure, elle a été annoncée jusqu'au 19 septembre, donc jusqu'à dimanche dans une semaine, une grosse semaine. Donc la question, c'est comment, par exemple, on prépare ce qui va se passer après dimanche. Donc d'abord, on regarde les chiffres de l'épidémie. On discute avec les médecins, le monde sanitaire, je crois que c'est le premier élément qui est le plus important, savoir qu'est-ce qui se passe au titre de l'épidémie. Ensuite, il y a des concertations avec toutes les parties prenantes de la société, donc bien sûr le monde médical, mais aussi les élus locaux. Donc, par exemple, cette semaine, mercredi, j'ai vu les parlementaires. Mercredi, je rencontre les parlementaires et la collectivité territoriale. Jeudi, je rencontre les maires. Vendredi, les chefs d'entreprise. Il y a aussi des réunions qui ont lieu avec le monde du sport, avec le monde du tourisme, avec le monde des aides à domicile, de façon à préparer la décision pour que quand elle est prise, ce n'est pas une décision qui est tombée comme la foudre sur la Martinique, c'est une décision qui a été préparée avec le plus d'acteurs possible. Et puis je passe aussi un certain nombre de coups de téléphone à des gens que je connais dans la société pour avoir aussi leur ressenti, pour savoir aussi tel parent d'élève, lui, comment il perçoit les choses, tel petit commerçant, comment il perçoit les choses, tel retraité, telle personne qui est engagée dans une association. C'est aussi important d'avoir des relations directes. D'accord. Votre sentiment sur le retour sur ces décisions? Alors, il y a un enjeu sanitaire primordial, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais est-ce que vous avez l'impression que pour les personnes qui trinquent, si on peut les appeler comme ça, est-ce qu'elles le comprennent? Est-ce qu'elles le subissent en se disant que c'est utile, ou alors il y a quand même des revendications et des réclamations suite à ces décisions? Alors, il y a les deux profils que vous décrivez. Il y a des personnes qui sont spontanément dans une démarche civique, de dire il y a une règle, je la respecte, et les personnes qui l'ont pris dans un processus transparent, et donc j'y adhère. Il y a aussi des personnes qui disent j'y adhère, mais je souffre terriblement, il faut m'aider. Donc il y a aussi des dispositifs d'aide pour les entreprises, par exemple. Il y a le bouclier social qui a été présenté il y a quelques jours pour aider aussi ceux qui ont ces besoins particuliers. Puis il y a ceux qui sont franchement contre. Il y en a de moins en moins. Et puis, lorsqu'ils franchissent les lignes rouges, lorsqu'ils violent les règles, ils peuvent être sanctionnés. D'accord, ok. Vous avez prononcé le mot transparence, ça me renvoie au comité citoyen de transparence. L'objectif pour vous, quel était-il en créant ce comité? Comité de transparence, pour moi, c'est la transparence dans les deux sens. C'est-à-dire d'abord d'avoir une transparence vis-à-vis de la population de ce qui se passe réellement. Quand à un moment on dit les journalistes nous mentent, les médecins nous mentent, le préfet nous ment, l'ARS nous ment, les élus nous mentent. Bon, comment on fait? Donc c'est important qu'on mobilise la société civile, des gens comme vous, merci de l'avoir accepté, et comme les autres membres,
Vous avez vu, il y a 3 générations, hein, grosso modo. Il y a la génération des moins de 40 ans, il y a la génération des 40-60, la génération des plus de 60. Donc, on a les 3 générations qui sont dans ce comité de transparence, avec des talents différents, des façons de s'exprimer différentes, pour d'abord aller voir. Donc la transparence vers la population. Dire avec vos mots, vos yeux, vos oreilles, ce que vous avez perçu. Et puis là, c'est aussi la transparence dans l'autre sens. Et là, c'est aussi utile pour moi, c'est les remontées que vous me faites. Quand vous me dites... le préfet, sur l'ivermectine, on ne comprend pas, il y a des débats, il paraît que l'ARS a confisqué les médicaments. Alors là, moi, je me dis, mais il ne faut pas acheter chat en sac. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On a confisqué l'ivermectine, c'est pas vrai. Donc je suis allé enquêter, et donc c'est important aussi cette transparence qui permet pour moi d'avoir de l'information. Et puis la garantie que ça fonctionnait, c'était la liberté de parole. Vous vous souvenez, la première fois qu'on s'est dit, je lui ai dit, moi je garantis la liberté de parole de tous ceux qui sont dans le comité. Et je crois que cette liberté de parole, elle a été bien utilisée, bien prise, et je crois que cette garantie était la condition de réussite, et vous gardez bien sûr votre liberté de parole. Eh ben voilà, on arrive au terme de l'échange. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Je ne pensais pas ça possible aussi rapidement. Merci à vous, et puis bonne continuation à vous aussi dans votre activité sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir participé au conseil c'est pas fini. de transparence. Merci de participer au comité de transparence. Gardez votre liberté de parole et puis continuez. Ah ben super. Merci à vous. Merci beaucoup.